Et je veux remercier d'abord votre patience, parce qu'on va switcher aujourd'hui entre trois langues, le français, l'anglais et le castillan. Trois langues coloniales, impériales. Je m'exprime en castillan. Et je porte en moi aussi cette histoire. Je commence par remercier Christine Verchour pour son invitation à l'école doctorale, Isis Hidalgo, que je suis très contente de connaître aujourd'hui. Je remercie aussi Feneke, je remercie aussi Lisa, je suis contente de vous retrouver une fois de plus parmi cette audience. Je veux remercier aussi Anaïs Kaiser par le service qu'elle m'a prêté avec la traduction. Et je n'avais pas le temps de le faire moi-même, elle l'a fait et je suis très reconnaissante de son travail. Alors, l'exposé s'intitule « Études décoloniales et intersectionnalité depuis une perspective féministe latino-américaine ». Dans cet exposé, je vais explorer la trajectoire du concept d'intersectionnalité en Amérique latine et plus particulièrement en Colombie, et ce, afin d'entrer en dialogue avec les questions qui orientent ce module intitulé « Études de genre, féministes et perspectives décoloniales ». Je tiens particulièrement à analyser dans quelle mesure le travail théorique de genre en Amérique latine a perturbé ou vérifié les théories et pratiques ayant donné forme à la production hégémonique des théories de genre. J'aimerais également analyser les nouvelles perspectives de recherche qui surgissent dans la région, ainsi que questionner la manière dont celles-ci défient les modes de production de la connaissance. Et l'exemple de l'intersectionnalité, originaire des études de genre, me permet d'articuler quelques-unes des réflexions en lien avec les tensions expérimentées par la production académique latino-américaine. Des tensions qui peuvent être mises en relation avec deux processus. Le premier, l'extraversion, ainsi que la possibilité d'élaborer une épistémologie propre, que je vais appeler notre américaine, ou nuestro americano, notre américaine. Cette expression fait référence à notre Amérique, déclinée en tant qu'adjectif, comme signe de reconnaissance envers les luttes pour la réappropriation et la resignification de l'expérience sociale d'une Amérique plus inclusive. Et je fais le détour par l'Afrique. Le philosophe béninois Paulin Outonji a développé dans les années 80 le concept d'extraversion intellectuelle, emprunté à Samir Amin, afin d'expliquer la dépendance et la désarticulation des sociétés qui ont été colonisées. Outonji a resitué la production de la connaissance dans le contexte général de la production et a examiné sur cette base, dans le domaine de la science et la technologie, les relations nord-sud. Il a également problématisé le fait que dans les sociétés postcoloniales, ces divisions internationales du travail scientifique n'étaient pas totalement surmontées. Un travail qui assigne aux métropoles du centre le monopole de la production théorique et à la périphérie la production des données et l'élaboration théorique préliminaire. Comme exemple de cela, il s'est référé à des pratiques telles que la concentration dans le centre de la littérature scientifique de référence, la dépendance des institutions de recherche en périphérie de celles du centre, la subordination intellectuelle aux problèmes qui se posent au centre et à ses sources d'autorité intellectuelle, la nécessité d'avoir des références académiques métropolitaines pour valider et donner de la légitimité à la production scientifique périphérique, ou encore la primauté des échanges verticaux sud-nord sur les échanges horizontaux sud-sud. Je pense qu'on est vraiment, c'est un exemple, justement ce que je suis en train de faire,
d'essayer de valider une connaissance dans le centre, une connaissance qui est produite dans la périphérie. Bon, et je vous fais la remarque que sur la philosophie africaine, ce n'est pas une faute mienne, c'est la faute de l'éditorial qui a publié le livre de Paulin Outonji, qui n'a pas marqué le C de africaine. Alors c'est africaine, mais ce n'est pas ma faute. Cependant, l'extraversion intellectuelle dont parle Paulin Outonji est aussi amplement répandue dans le champ des études de genre. On n'y échappe pas. Comme l'indique Rewin Connell, à partir de la démarche de Outonji, les textes métropolitains qui abordent le genre se traduisent, se lisent et sont considérés comme faisant autorité dans la discipline. Les cadres théoriques, les domaines de débat et les problématisations sont importés. La question que je souhaite explorer ci-après est de savoir si l'intersectionnalité est un exemple de ce type d'importation liée à l'extraversion, ou si son usage dans le contexte latino-américain donne lieu à d'autres dynamiques de recherche de paramètres épistémologiques nord-américains. Avant d'explorer cette question, il me paraît nécessaire de préciser que dans mon travail de recherche, le latino-américain, l'Amérique latine, sont entendus comme des idées résultant du processus d'indépendance initié par les élites créoles, descendantes de la population européenne autour de 1830. Leur proposition de construire de nouvelles nations les a confrontés au dilemme posé par la composition raciale des populations latino-américaines, entre guillemets, visiblement mélangées, ainsi que par le désir et la volonté de ces populations d'accéder aux avantages du progrès et de la civilisation propre aux États-nations modernes européens. Le caractère latin de ces nations, qui cachait ou dévalorisait la participation des peuples autochtones et des afrodescendantes à la construction de ces nations, a commencé à être questionné vers la fin du XIXe siècle par des intellectuels tels que le cubain José Martí. Lors d'une conférence intitulée Nuestra América, donnée à New York, Martí a mis en garde contre les nouvelles menaces planant sur l'Amérique latine. Il ne s'agissait plus de l'Espagne ou de Portugal, des puissances alors déclinantes, mais bien de l'essor et des prétentions de l'impérialisme états-unien naissant. Martí a questionné le droit avec lequel les États-Unis s'octroyaient pour eux seuls le nom d'Amérique. Vous savez que quand on parle de l'Amérique, on pense toujours aux États-Unis. Et a défendu une nouvelle version, plus incluante, cette fois-ci de la latinité. Son projet se voulait d'abord, non sans optimisme, l'héritier des luttes des peuples autochtones américains et ensuite des Américains d'origine africaine, en opposition à celui d'une Amérique anglo-saxonne qui se présentait comme blanche. Dans cette perspective, il proposa un programme qui identifia une Amérique métisse, capable de chercher dans ses racines la possibilité d'édifier un gouvernement approprié à sa réalité et non importé, ainsi qu'une nouvelle forme d'universalisme situé et contextualisé. Au vu de la forte composante épistémologique de son projet, Martí indiqua également la nécessité de construire une connaissance propre, octroyant une attention continue à l'identité. Tout au long du XXe et de ce XXIe siècle qui débute, les transformations politiques, économiques, sociales et culturelles, ainsi que notre propre subjectivité d'habitantes de ce sous-continent, ont accru la remise en question d'une identité latino-américaine forgée pour répondre à des besoins désormais dépassés. L'imaginaire continental se nourrit actuellement de nouveaux apports issus des différents peuples autochtones, des personnes afrodescendantes et des groupes qui revendiquent
une pensée frontalière critique, border thinking, et qui remet en cause la logique qui a structuré l'idée de l'Amérique latine au XIXe siècle. Dans ce contexte, j'utilise le terme nuestro americano comme une forme de reconnaissance à ces luttes précoces de réappropriation et resignification de notre identité. Mais j'y ai inclus également les contributions faites par les penseuses féministes Gloria Anzaldúa et Silvia Rivera Cusicanqui, qui nous permet de mieux saisir son caractère métis. Alors je parle de notre métissage, pas de l'idéologie du métissage, mais justement de cette proposition de Anzaldúa et de Rivera Cusicanqui. Comme cela a été dit dans de nombreux lieux académiques, le métissage a été l'une des fictions fondatrices latino-américaines. Et là, je cite Doris Sommer. Et il a été considéré comme le garant principal de l'homogénéité nationale dans la région. On disait que tous on parlait le castillan, qu'on était plus café au lait, quelques-uns avec plus de café, les autres avec plus de lait, et que tous on était des catholiques. Et c'est seulement en 90 qu'on a commencé à avoir un nouveau récit de l'identité, justement, latino-américaine, montrant, disons, la pluriculturalité, la pluriethnicité fondatrice de l'Amérique latine. Alors, cette fiction fondatrice a donné lieu à ce qui est connu comme l'idéologie du métissage, affirmant l'apparition d'une nouvelle culture par la fusion harmonieuse en termes biologiques et culturels du meilleur des races et des cultures d'origine. Cette vision a été critiquée en ce qu'elle invisibilise les inégalités sociales internes liées à la race. Ainsi, le projet de notre Amérique cherche une réappropriation et un déplacement du sens du caractère métis de notre histoire, inspiré par une façon différente de percevoir la réalité à partir de la conscience de la nueva mestiza, la new mestiza, dont parle Gloria Anzaldúa, et du métissage tcheque, dont parle Silvia Rivera Cusicanqui. La nueva mestiza est évoquée par Anzaldúa comme un sujet qui utiliserait consciemment un nouveau point de vue permettant de défier la pensée binaire. Ce type de pensée, encore présent dans bon nombre de mouvements sociaux aux idées émancipatrices, tels que le féminisme, quelques courants du féminisme, constituent, selon la chercheuse, un obstacle à la réalisation des nouveaux projets de société qui permettraient de relier sans hiérarchie, culture, langue, prose et poésie, sexualité et identité de genre. De son côté, Silvia Rivera Cusicanqui fait allusion à la manière dont ce qui est métis ou tchéque fait partie d'une réalité où coexistent en parallèle de multiples différences culturelles, qui ne se fondent ni s'assimilent les unes aux autres, ou encore aspirent à une communion exempte de conflits. Ce qui est tchéque constitue une image puissante pour penser le projet nord-américain comme une possibilité de construire une position ouverte et continuellement critique face à l'injustice. Cette position, la position tchèque, permettrait d'affiner la faculté de résonance que produit la capacité de vivre aux limites, à la frontière, dans cet espace où le colonial n'engloutit pas le colonisé, mais se maintient tout le temps en tension, en conversation avec lui. Nous allons à présent étudier la trajectoire du concept d'intersectionnalité dans les études de genre en Amérique latine, une notion qui cherche à rendre compte du caractère entrelacé des systèmes de pouvoir et d'oppression dans les études de genre. Puis, nous verrons de quelle manière cette trajectoire se lie avec la recherche de connaissances et de critères de validité de la connaissance qui accordent de la visibilité et de la crédibilité à d'autres formes de production de savoir, décentrées et indisciplinées comme celles que l'on pourrait nommer les épistémologies nuestroamericanas, les épistémologies nord-américaines. On va parler maintenant de la généalogie de l'intersectionnalité dans Nuestra América.
Si nous comprenons l'intersectionnalité comme l'expression utilisée pour désigner la perspective théorique et méthodologique qui prétend rendre compte de la perception croisée ou imbriquée des relations de pouvoir, nous devons admettre que cette approche n'est pas une nouveauté au sein du féminisme, ni de la pensée critique. Les théories féministes avaient abordé le problème avant de lui donner un nom. Mais quelle est sa trajectoire dans notre continent? Je vais adopter une perspective inclusive qui met en relation une grande diversité de théories et de pratiques et en tire profit pour les appliquer politiquement de manière créative et critique, j'espère au moins. On peut signaler que bien que le concept d'intersectionnalité soit récent, les processus de l'intersectionnalité ont opéré depuis longtemps dans la région. Il est aisé de constater que dans le contexte postcolonial latino-américain, depuis un certain temps déjà, de nombreux auteurs et artistes ont souligné l'existence de ces intersections et ont soulevé la question de l'absence de certaines thématiques dans les récits hégémoniques. Je vais faire référence d'abord au Pérou. Dans la littérature péruvienne, par exemple, il a été reconnu que c'est dans le livre Aves sin Nido, en 1889. C'est un livre écrit par Clorinda Mato de Turner. Et ça me semble intéressant parce qu'elle s'appelait avec le nom de son mari anglais, de Turner. L'auteur, cette femme, cette autrice, a fait les premières dénonciations à propos justement des rapports de pouvoir entrelacés que vivaient les femmes. Dans ce texte, l'auteur démontre que les normes de la féminité en vigueur à l'époque pour les femmes de l'élite péruvienne, dont elle faisait partie, ne sont pas appliquées à toutes les femmes péruviennes. Elle constate que les abus sexuels perpétrés par les gouverneurs et prêtres locaux sur les femmes indigènes sont révélateurs de la vulnérabilité de ces dernières. Une vulnérabilité qui, selon l'auteur, est générée par leurs conditions ethnico-raciales et de genre. Et dans le contexte brésilien, on peut citer des travaux artistiques comme ceux de Tarsila do Amaral et de sa fameuse peinture cubiste à Negre en 1923, représentant une femme noire nue aux lèvres et seins hypertrophiés. Cette peinture a été interprétée diversement et souvent de manière contradictoire. Elle est vue par certaines comme une critique à l'utilisation des femmes riches latifundistes brésiliennes, dont est d'ailleurs issu l'artiste. Par d'autres, comme une reconstitution tropicaliste de la nourrice de l'enfance de Do Amaral. Néanmoins, les deux interprétations s'accordent sur l'idée que la féminité brésilienne continue d'être mise à mal à travers cette représentation. Il paraît évident que dans l'histoire nationale brésilienne du XXe siècle, l'image de la femme noire s'oppose à l'idéal de la femme brésilienne, vue comme unique représentante du perfectionnement de la race et du futur de la nation. Ces deux exemples, péruvien et brésilien, sont révélateurs du point de vue critique développé par certaines femmes blanches de l'élite latino-américaine au sujet des oppressions de race, genre et classe vécues par les autres, entre guillemets, femmes, indigènes et noires. Alors je sais que c'est provocateur de parler de femmes de l'élite qui avaient perçu déjà, et effectivement, ce fonctionnement entrelacé des rapports de pouvoir. Mais ça me semble important de montrer comment les femmes de l'élite latino-américaine, elles étaient une élite aussi qui était subalterne. Alors même si on a parlé de Tarsila do Amaral, qu'on a précurseur du cubisme, peu de personnes se rappellent de Tarsila do Amaral. On parle volontiers de Pablo Picasso et d'autres cubistes, jamais de Tarsila do Amaral. Alors, j'essaie aussi d'essayer d'identifier le parcours de cette pensée et comment cette pensée aussi a suivi tous les aléas de ce qui était le métissage au XIXe siècle et s'est transformé au cours des événements du XXe et de ce XXe siècle. Déjà au XXe siècle, et ce dès 1960, la problématique des femmes noires en tant que sujet de débat politique a été posée au sein du Parti communiste brésilien. Divers artistes et intellectuels brésiliens, Teresa Santos, Lélia González,
Maria Beatriz do Nascimento, Luisa Bairros, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, entre autres, ont d'ailleurs promu la théorie de la triade des oppressions genre, classe, race, pour articuler les différences entre les femmes brésiliennes, des différences que le discours féministe dominant avait alors prétendu ignorer. De plus, depuis la seconde rencontre féministe d'Amérique latine et des Caraïbes, qui a lieu en 1983 à Lima, différents mouvements féministes ont mis en évidence l'absence de la question du racisme dans les débats politiques des mouvements féministes. Ces débats démontrent que le problème des exclusions créées par l'utilisation de cadres théoriques ignorant les imbrications des relations de pouvoir circulent depuis longtemps déjà dans le contexte historique et géopolitique. Toutefois, il est également important d'identifier les spécificités de la trajectoire du concept d'intersectionnalité dans son acception contemporaine dans notre région. Et pour ce faire, je vais aborder la question de sa trajectoire dans le champ international, pour situer plus précisément comment l'Amérique latine s'approprie ou se réapproprie de ce concept. Le concept même d'intersectionnalité fut énoncé une première fois en 1989 par l'avocate afro-états-unienne Kimberlé Crenshaw, dans le cadre d'une procédure légale, avec comme objectif de montrer l'invisibilité juridique des multiples dimensions d'oppression expérimentées par les travailleuses noires de la compagnie états-unienne General Motors. Et dans le champ du féminisme structuraliste, Patricia Hill Collins a été la première à évoquer l'intersectionnalité en tant que paradigme qui nécessite d'aborder des questions d'ordre macro-sociologique et micro-sociologique. Les premières se référant au mode d'implication des systèmes de pouvoir dans la production, l'organisation et le maintien des inégalités. Les secondes se rapportant aux impacts des structures d'inégalité sociale sur les vies de chacun, chacune. La prétention de Crenshaw n'a jamais été de créer, de manière générale, une théorie de l'oppression, mais plutôt un concept d'usage pratique permettant d'analyser les omissions juridiques ainsi que les inégalités concrètes. En dépit de cela, dans les textes académiques anglophones, au cours des 2 dernières décennies, qu'il s'agisse de parler d'identité ou d'inégalités multiples ou interdépendantes, le concept d'intersectionnalité semble être devenu un classique féministe. Ainsi, Kathy Davis observe qu'aujourd'hui, il est impensable, inimaginable qu'un programme d'études de femmes ou d'études féministes se centre uniquement sur le sexe. Et Leslie McCall présente l'intersectionnalité comme la contribution la plus importante que les études de femmes ont faites jusqu'aujourd'hui. Toutefois, pour cache cet apparent consensus autour du concept d'intersectionnalité auquel est parvenue l'Académie nord-atlantique, selon Maria Carbin et Sarah Edenheim, l'intersectionnalité est passée de son statut de métaphore et d'indicateur de conflits et de menaces pour un féminisme auquel est révélé son caractère blanc, à celui des théories féministes par excellence qui effacerait, selon toute apparence, l'intégralité de ces précédents conflits internes. Et je veux qu'on essaye de mettre en relation l'idéologie du métissage latino-américain qui effaçait toutes les inégalités internes et ce concept d'intersectionnalité qui a prétendu effacer toutes les tensions internes précédentes dans le féminisme. Quand je me réfère au conflit interne du féminisme, je pense en particulier à ce qui existait entre les approches structuralistes et post-structuralistes en relation avec la division entre structure et individu, entre l'approche systématique et la constructiviste, entre structure et subjectivité, ainsi qu'entre rhétorique de la voix-présence et rhétorique du discours et les formes institutionnelles. Carbin et Edenheim soulignent l'importance de considérer les différences dans les trajectoires et usages nationaux du concept d'intersectionnalité, notamment au vu de leurs conséquences théoriques et politiques. Le concept qui a été développé par Crenshaw et Collins est structuraliste
et dépendant des théories féministes du positionnement. C'est la traduction de standpoint féminisme, du positionnement, du point de vue, au contraire de l'approche d'une grande partie des académies européennes qui ont effectué une appropriation constructiviste de l'intersectionnalité en la liant en particulier à une perspective foucaldienne du pouvoir. De notre côté, pour Patricia Hill Collins, l'intersectionnalité est un paradigme alternatif à l'antagonisme positivisme-postmodernisme faisant partie des dichotomies qui structurent l'épistémologie occidentale. Alors que pour Cathy Davis, l'intersectionnalité s'inscrit dans un projet postmoderne qui conceptualise les identités comme fluides et multiples. Collins souligne que les analyses appelées intersectionnelles sont devenues excessivement introspectives et se concentrent beaucoup trop sur la narration des identités. Néanmoins, pour certains auteurs post-structuralistes, tels que Cathy Davis ou Dorothy Standard, l'importance est davantage accordée aux structures et ce au détriment de l'analyse des dimensions subjectives des relations de pouvoir. Pour Collins, le recul de ces approches structuralistes dans les études intersectionnelles est à mettre sur le compte de l'essor des théories post-structuralistes et ce au désavantage des aspects organisationnels et institutionnels des dissymétries de pouvoir. Par contre, pour Davis, les critiques postmodernes du positivisme ainsi que leurs recherches d'explications plus complexes des inégalités sociales ont facilité l'acceptation plus large de cette approche. Certains des éléments critiques initiaux de l'intersectionnalité, tels que la dénonciation du racisme implicite, des théorisations et pratiques féministes officielles, ont disparu au fur et à mesure de leur mise en application dans les universités européennes. De plus, l'affirmation qui tient lieu dans ces milieux universitaires, stipulant que l'intersectionnalité est applicable à toutes les théories, risque de vider le concept de ce contenu spécifique et menace de le convertir en une métaphore universalisante permettant de penser le genre en relation avec d'autres dimensions de pouvoir. En conclusion, les critiques de Carbin et d'Enheim démontrent à quel point il est important de maintenir un désaccord productif à l'intérieur du féminisme à propos des catégories ou ontologies pertinentes pour l'analyse. Ces critiques soulignent la nécessité d'utiliser avec précaution une perspective inclusive afin de ne pas forcer des consensus qui pourraient mener à la perte d'éléments critiques importants ou encore inclure de manière irréfléchie des perspectives non pertinentes. Maintenant, on va passer à l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'on dit depuis l'Amérique latine? Les auteurs tels que Marta Zapata Galindo ont soulevé que à la différence du contexte européen ou états-unien, en Amérique latine, l'intersectionnalité n'a pas atteint le statut de concept hégémonique et que pour beaucoup de féministes latino-américaines, il n'apporte rien de nouveau, comme je vous l'avais montré. Comme cela a été dit auparavant, depuis longtemps, les expériences sociales d'une majorité des femmes latino-américaines les ont obligées à prendre en compte et à affronter, à des niveaux théoriques, pratiques et politiques, des formes d'oppression distinctes, simultanées et croisées, à l'intérieur desquelles la classe sociale a joué un rôle important. Dans notre Amérique, un continent dans lequel les dirigeants et dirigeantes politiques et intellectuelles déclarent que le racisme n'est pas un problème sérieux pour nos pays, en comparaison implicite ou explicite avec des pays d'autres continents. On pense aux États-Unis, on pense à l'Afrique du Sud. On prétend que le facteur de division sociale est la classe et non la race, car les classes basses et moyennes sont en général racialement hétérogènes. On peut trouver effectivement des classes populaires de peau très claire en Colombie et dans le reste de l'Amérique latine.
Ceci est une des raisons pour lesquelles des perspectives telles que l'intersectionnalité est considérée avec méfiance. Car même si elle se doit d'évoquer le croisement entre race, genre et classe, elle privilégie tout de même dans la pratique l'intersection entre race et genre. Et pourquoi? On ne peut pas ignorer que cette omission est en lien avec certaines hypothèses propres aux États-Unis, d'où nous vient ce concept. Dans ce contexte-là, on a tendance à présumer que le facteur de différenciation qui importe est la race, car la société serait dénuée de classe en accord avec le principe d'égalité des opportunités pour tout le monde. Et depuis ce point de vue, les inégalités sont alors causées par les différences individuelles. Celui-ci n'a cependant pas été la vision politique du Combahee River Collective et de la plupart des premières théoriciennes de l'intersectionnalité. Mais nous ne pouvons évidemment pas ignorer l'impact des présuppositions relatives à l'importance de la race dans les rapports sociaux dans la majeure partie de la production académique états-unienne. En 1977, la déclaration de l'emblématique Combahee River Collective avait déjà étendu le principe féministe du le personnel et politique à ses implications de race et de classe, et ce à partir du point de vue et des expériences des femmes noires. Celles-ci furent le point de départ de ce qui a été appelé plus tard les théories du positionnement ou la standpoint theory. De même, il est important de rappeler qu'à leur début, les études sur l'intersectionnalité étaient orientées contre l'hégémonie du féminisme blanc. Ces études démontraient alors, comme l'ont fait les féministes académiques tels que Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, June Jordan ou encore Patricia Hill Collins, que la catégorie de femmes employée par le féminisme hégémonique s'est constituée sur la base des pratiques des femmes privilégiées pour des raisons de classe et de race, tout en ignorant la situation spécifique de femmes pauvres et racialisées. Dans Nuestra América, les critiques de la colonialité discursive, de la diversité matérielle et historique des femmes par le féminisme hégémonique sont devenues explicites à partir des années 80. Une décennie plus tard, des mouvements de femmes autochtones et afrodescendantes ont commencé à se mobiliser en se positionnant de manière critique vis-à-vis du féminisme urbain et blanc, hégémonique, et en affirmant la nécessité d'articuler les relations de genre avec les relations de race et de colonialité. D'autre part, au cours des 10 dernières années passées, des chercheuses telles que Ochi Kurieri, Yudelkis Espinosa ou encore Brenny Mendoza ont mis en évidence dans leurs travaux la nécessité de questionner l'hétérosexualité comme régime politique obligatoire. Ces trois auteurs ont analysé de manière distincte les conséquences de l'hétérosexualité comme institution sociale sur la dépendance des femmes en tant que classe sociale, sur l'identité et la citoyenneté nationale, ainsi que sur le récit du métissage comme mythe fondateur des nations latino-américaines. Par ailleurs, certains courants féministes ayant établi des ponts théorico-politiques avec le groupe du projet Modernité-Colonialité, j'imagine que vous connaissez quel est ce projet, c'est un collectif de pensée critique d'Amérique latine qui a visibilisé la colonisation de l'Amérique latine comme un acte constitutif de la modernité et de ce nouveau modèle de domination matérielle et symbolique qui a été nommé par Aníbal Quijano d'abord comme la colonialité du pouvoir. Bon, les courants qui ont établi ce pont avec ce projet de modernité-colonialité ont cherché à associer le dessin politique du féminisme au projet de décolonisation de la pensée et des relations sociales. Dans ce contexte, la critique faite par la philosophe argentine María Lugones au concept d'intersectionnalité a été largement diffusée. Selon cette chercheuse, cette notion établit et fragmente les relations sociales en catégories homogènes, créant de ce fait des positions figées et divisant les mouvements sociaux au lieu de favoriser leur coalition. C'est-à-dire, elle parlait, l'intersectionnalité aussi a un côté
qui peut sembler pas dynamique, qui ne tient pas compte de l'histoire et qui est un modèle géométrique un peu figé. Son point de vue se fonde dans la distinction qu'elle fait entre la perspective des deux femmes états-uniennes, african-américaines, Audre Lorde, et celle de Kimberlé Crenshaw, qu'elle caractérise comme deux manières distinctes de comprendre les différences. La première perspective, celle de Audre Lorde, les aborde comme des différences non dominantes et interdépendantes, tandis que la seconde, comme des catégories d'oppression qui sont séparables et qui, en étant croisées, en sont affectées. Lugones démontre que l'intersection fait état d'un vide et d'une absence, où devrait se trouver, par exemple, la femme noire. Car celle-ci n'est incluse ni dans la catégorie de noir, ni dans celle de femme. Toutefois, l'auteur, en s'inspirant du travail de Audre Lorde, suggère qu'il faut agir politiquement une fois que ce vide est identifié. Elle propose pour ce faire la logique de la fusion comme une manière de comprendre l'inséparabilité des réseaux d'oppression et comme une possibilité de leur résister depuis l'intérieur et à tous les niveaux d'oppression à travers la création de cercles résistants au pouvoir. Enfin, elle souligne la nécessité de développer des identités de coalition à travers des dialogues complexes, construits depuis l'interdépendance de différences non dominantes. D'autres critiques récentes au concept d'intersectionnalité se réfèrent à sa compréhension en tant que notion ancrée dans les politiques de l'identité. Comme le dit Ochi Kuriel, l'affirmation identitaire fut nécessaire pour critiquer les préjugés ethnocentriques et universalistes de ce projet féministe blanc, métis et moderne. Toutefois, cette affirmation ne doit pas être une fin en soi, mais une stratégie et un positionnement politique. L'intersectionnalité a continué d'être pensée comme une notion rendant compte d'une affaire individuelle de croisement de différentes formes d'expériences identitaires et statiques, sans considérer de quelle manière celles-ci se façonnaient mutuellement. Pour éviter ce biais, d'autres concepts ont surgi, comme celui de l'imbrication, qui cherche à mettre en évidence le fait que chacune des catégories de domination est inscrite dans les autres et que chacune est co-constitutive d'eux et pour les autres. Bon, il y a eu plein de discussions autour de ça, si c'est la co-constitution, comment elle se modèle mutuellement, etc. Cependant, au-delà de ces débats théoriques, les différences de positionnement face à l'intersectionnalité dans notre Amérique ont été construites fondamentalement en lien avec le lieu depuis lequel nous parlons. C'est le monde académique, les mouvements sociaux, l'État, les organisations transnationales. Et je vais faire référence à un travail concret colombien fait par Camila Esguerra et par Alanis Bello, qui émettent à travers l'étude des politiques publiques destinées au secteur LGBTIQA en Colombie une réflexion très pertinente. Les auteurs font état des difficultés relatives à la mise en pratique d'une perspective intersectionnelle dans les politiques publiques et soulignent les aléas de la traduction du concept dans le contexte institutionnel multiculturaliste. Ainsi, malgré la redéfinition de l'identité nationale colombienne comme pluriethnique et multiculturelle dans la Constitution de 1991, les politiques de l'État n'ont pas été transformées de manière significative par ces nouvelles orientations. L'État colombien a organisé ses politiques publiques en termes de groupes de population, les assumant comme des collectifs avec des attributions essentielles et invariables dont la subordination dérive de son identité en même temps que l'on est constitutif. De cette façon, les inégalités sociales sont traitées comme des différences identitaires et les politiques publiques s'assument de manière réductionniste comme des outils pour l'inclusion de la diversité. Cette perspective a produit une sectorisation des groupes qui se perçoivent comme des rivaux qui cherchent à positionner leur subordination pour recevoir des soutiens de la part de l'État multiculturel.
Alors c'est clair, c'est-à-dire une femme indienne pauvre, elle se demande quelle est la queue qu'elle suit, le guichet femme, le guichet indien ou le guichet pauvre. C'est-à-dire c'est difficile de tenir compte dans la réalité, justement, les défis que pose l'existence de chacun et chacune qui sont intersectionnels. Parce que les femmes, tout court, ça n'existe pas, comme les hommes, tout court, ça n'existe pas. Cette perspective a produit une sectorisation des groupes, se percevant comme des rivaux, effectivement. De même, elle a permis que des secteurs tels que le collectif LGBTIQA adoptent une vision ethnique de leur activisme et assimilent leurs revendications à des mobilisations identitaires. Le travail de Camila Esguerra et Alanis Bello, tout en étant profondément critique face au projet multiculturel étatique et à ses conceptions identitaires, est aussi porteur d'espoir, car il affirme le potentiel analytique et politique du concept d'intersectionnalité dans des contextes comme celui de la Colombie. Pour les chercheurs, ce concept permet de comprendre et d'interpréter de manière complexe les problèmes sociaux, les acteurs politiques ainsi que les politiques publiques. En outre, il peut subvertir ou du moins éroder la machinerie étatique de production de différences et d'inégalités dans un contexte de cooptation progressive, de privatisation et de dépolitisation des revendications et propositions des mouvements sociaux. Dans le débat féministe contemporain, la critique radicale de la dépendance aux institutions a gagné de terrain, et ce avec raison. Il vaut toutefois la peine de préciser que ce questionnement peut adopter plusieurs formes, y compris celle d'une intervention critique dans le milieu académique, dans le champ étatique, voire même dans celui des organisations internationales. Malgré le fait que l'unique échappatoire à l'extraversion semble être la coupure, voire la déconnexion avec toute pratique institutionnelle en lien avec le marché, mais je me demande quelle pratique institutionnelle aujourd'hui ne le serait pas dans le monde actuel. Il est toujours possible, à l'intérieur de ces pratiques, de questionner et de contester la manière de laquelle sont représentées et définies les politiques orientées vers ces groupes subordonnés, considérés comme autres. Il est important de comprendre ainsi que l'université et l'État ne sont pas des institutions monolithiques, mais bien des champs en mouvement et en constante redéfinition. De ce point de vue, il est important de rappeler les effets contradictoires qu'a amené le multiculturalisme néolibéral aux femmes et aux groupes ethniques. Bien que les politiques multiculturelles ont ouvert un espace politique pour les femmes et pour l'émergence des identités ethniques moins diffuses que celles qui existaient antérieurement, dans la pratique, cette ouverture a été conditionnée à leur insertion dans le marché capitaliste et à leur constitution symbolique comme nouveau groupe de pouvoir. Ce qui arrive, disons, avec que ce soit les classes moyennes noires ou les leaders indiennes, etc. Bien que les industries orientées vers l'exportation ont créé quelques opportunités pour une certaine autonomie économique des femmes, elles leur ont surtout imposé des conditions de travail précaires. Et même si les statistiques confirment la hausse du niveau de scolarité chez les femmes, ces mêmes indicateurs nous démontrent aussi la gravité de l'analphabétisme chez les femmes autochtones et rurales. De même, on ne cesse de mettre en évidence que les femmes blanches ou non ethniques, bien qu'elles aient un niveau d'éducation supérieur à celui des hommes, ne reçoivent pas à l'intérieur des mêmes secteurs un salaire équivalent sur le marché du travail et qu'elles continuent d'assumer la responsabilité du travail du care non rémunéré. Je range. Prendre conscience des contradictions soulevées par l'appropriation par l'État des concepts issus des mouvements sociaux permet de préserver la capacité critique face aux effets néfastes du multiculturalisme néolibéral, tout en recherchant à contester ses orientations les plus intérieures, afin d'éviter que ne s'instaurent les matrices de domination comme légitimes
et désiré. Les analyses intersectionnelles permettent et favorisent une réflexion constante sur la tendance de tout discours émancipateur à adopter une position hégémonique. Et ça me semble important de le savoir. Comment tout discours émancipateur a une tendance à adopter, à un moment donné, une position hégémonique et à engendrer sans cesse un champ de savoir-pouvoir qui comporte des exclusions, des dissimulations et des non-dits. Mais on ne peut se contenter d'évoquer ce que Wendy Brown nomme comme le mantra multiculturalisme, race, classe, genre, sexualité, sous risque de négliger et de se fermer face à l'intervention des nouvelles différences qui peuvent générer des inégalités significatives ainsi que de la domination dans la vie sociale. Ce dernier exemple me permet de vous inviter à un dernier moment de réflexion au sujet des, quant aux possibilités de résister à la logique de l'extraversion et à la manière de faire un usage créatif des savoirs comme celui de l'intersectionnalité qui proviennent des pensées critiques et de mouvements sociaux pour développer des épistémologies qui renforcent des projets contre-hégémoniques dans l'Ouest Amérique. Vers une épistémologie mesoaméricaine. Dans la section antérieure, j'ai décrit comment l'impulsion émancipatrice initiale de la perspective intersectionnelle a été contenue et étouffée, ainsi que la manière par laquelle cette impulsion a circulé dans de nombreux milieux académiques, étatiques et dans certaines organisations internationales orientées par les logiques régissant le principe d'extraversion. Dans cet échange inégal de production et de diffusion du savoir qui continue de régir l'économie politique de la science et de la technologie, l'Académie hégémonique du Nord global ainsi que les organisations internationales ont été protégées de cette perspective en la transformant en un outil utile au service des politiques d'État multiculturels. En effet, des centres privés de consultance, d'expertise ont été créés pour conseiller dans différentes parties du monde les États, les fonds multilatéraux, ainsi que les universités quant à la mise en œuvre de ces politiques publiques intersectionnelles. Ce faisant, elles ont engendré une sorte de subordination des institutions qui se voient forcées de s'inscrire dans cette perspective pour obtenir un financement ou pour légitimer leur travail sans pouvoir définir de manière autonome leurs propres problématiques. Ce qui est arrivé aussi avec les questions de genre. Et je pense que vous vous souvenez de l'époque où des collègues vous demandaient, pour avoir le financement, il faut inclure la perspective de genre. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, on pensait qu'on ajoutait des femmes, on mixait, voilà, c'était ça la perspective de genre. Alors maintenant, on parle un peu de genre, de race, de classe, et voilà, on mixe, et c'est là, soi-disant, perspective intersectionnelle. Ce modèle illustre l'interdépendance entre l'origine économique et politique des questions scientifiques et la jeunesse matérielle des problématiques théoriques, y compris celles perçues comme étrangères à ses intérêts. Toute problématique se réfère non seulement à ses conditions de production théorique, mais aussi matérielles, et finit par révéler, pour peu qu'on interroge, les liens complexes entre théorie et politique. Comment pouvons-nous éviter le danger que ces théories deviennent ce que Derrida a appelé un discours doxographique, c'est-à-dire un discours qui risque de tomber dans un académisme capitaliste et un usage commercial de sa mention obligatoire, mais qui serait dépouillé de sa concrétisation, de son contexte et histoire, et donc de son impulsion politique? La réponse n'est pas facile, bien évidemment, mais peut être alimentée de différents points de vue. Boaventura de Sousa Santos souligne par exemple que le potentiel contre-hégémonique du projet nuestro-américain nécessite une étape supplémentaire dans son expansion symbolique. La métaphore de la réélaboration de la figure d'Ariel, l'esprit de l'air, dans la pièce théâtrale de Shakespeare, La Tempête, comme un ange baroque qui subit 3 transfigurations,
lui permet d'argumenter sa proposition. Quelle est la première transfiguration de cette figure? La première est celle que vit Ariel, qui est transformée en mulâtre intellectuel par l'écrivain Aimé Césaire, dans une adaptation de l'œuvre de Shakespeare pour un théâtre noir. Cet Ariel symbolise la synthèse possible entre la reconnaissance et l'équité. La deuxième transfiguration d'Ariel est celle de l'intellectuel de Gramsci, Antonio Gramsci, une figure qui exerce une autoréflexion et une vigilance épistémologique constante de lui-même afin de ne pas devenir inutile et contre-productif. La troisième transfiguration, la plus complexe, selon Santos, exige qu'Ariel soit sans équivoque en solidarité avec Caliban, au lieu de chercher un traitement privilégié auprès de Prosper, le duc de Milan. La proposition de Santos d'expansion symbolique de la figure d'Ariel, engagée avec Caliban, peut être enrichie par la multiplicité des voix des femmes rebelles de Nuestra-América, en solidarité avec Sycorax. Sycorax était la mère sorcière de Caliban, et de la situation de Caliban très proche de la leur. Et là, je suis en train de paraphraser Silvia Federici quand elle parle justement de l'importance de cette sorcière Sycorax. Alors, j'essaie de montrer comment Césaire a avancé un échelon, Gramsci a aussi posé un échelon, Boaventura de Santos a parlé d'une troisième configuration. Mais nous, en tant que féministes du Sud, on ne peut pas se contenter de ça et on exige l'inclusion, effectivement, des femmes rebelles de notre Amérique, ces femmes qui n'ont pas succombé à l'attrait que peut avoir le féminisme institutionnalisé qui établit des prérogatives toujours conditionnées. Ce sont des femmes qui recherchent à la fois l'abolition de la chasse aux sorcières et la libération de toutes les femmes, dans leur pluralité et non leur insertion triomphante dans le marché du travail. Ces femmes interrogent non seulement l'androcentrisme des sciences sociales, mais aussi l'anthropocentrisme qui ignore l'interdépendance des êtres vivants et affirme la centralité de l'humain comme une idéologie légitimant l'exploitation de la nature. Pour nous, qui sommes du monde académique, la tâche consiste à résister aux convictions générées par la raison néolibérale. Qu'il n'y ait pas d'alternative en dehors de celle-ci est certes pénible, très pénible, mais pas moins stimulante. Il s'agit d'être à l'écoute de tous les enseignements apportés par les propositions et luttes quotidiennes des femmes nuestroamericanas qui ont souffert du racisme et des impositions des paradigmes de connaissance de la culture hégémonique nationale blanche métisse. Il s'agit également de chercher des alliances dans le monde académique avec ceux et celles ayant posé des questions similaires aux nôtres depuis des perspectives différentes. À l'exemple de celle de William Mitchell, qui souligne l'indiscipline comme un mode de turbulence ou d'incohérence à l'intérieur et à l'extérieur, des limites des disciplines qui permet d'échapper à la stabilisation et à la domestication que justement produit l'institutionnalisation de nos concepts. Il suffit de se souvenir de la transformation, non seulement sémantique, mais aussi politique, qu'a engendré le fait de parler de genre plutôt que de féminisme et de l'institutionnalisation des études de genre dans le milieu universitaire. Ne renonçons pas à la critique stridente de certaines perspectives et ne déconnectons pas les concepts de leur origine contestataire, en les privant, se faisant de leur concrétion, leur contexte et leur histoire, et donc de leur dynamisme politique. L'intersectionnalité ne nécessite ni des adhésions dévotes, religieuses, ni de devenir un recours obligatoire. C'est une perspective théorique et politique avec des objectifs particuliers qui doivent entrer en dialogue avec d'autres outils conceptuels et analytiques,
nous permettant de réfléchir aux opérations du pouvoir, ainsi que de viser les transformations sociales. Cependant, à une époque comme celle-ci, où il faut continuer à lutter contre le bon sens néolibéral pour une mondialisation contre-hégémonique et contre le désespoir qui nous habite très vite, rapidement, l'intersectionnalité reste l'un des paradigmes utiles et expansifs dont nous disposons dans notre Amérique. Merci.